Le voilà désormais président. Le colonel Assimi Goïta a été désigné à la tête du Mali 4 jours après l'arrestation des anciens premiers ministres et présidents de transition. Après ce second coup d'État, l'Union africaine a annoncé la suspension du pays et exigé un retour rapide à une transition démocratique. Même chose pour la communauté des États d'Afrique de l'Ouest réunis en sommet extraordinaire dimanche à Accra. Suspension mais pas sanction, la CEDEAO semble s'accrocher encore au respect du calendrier qu'elle a fixé pour le retour des civils au pouvoir, à savoir la tenue d'élections présidentielles et législatives en février 2022. Mais la junte au pouvoir a déjà commencé à préparer les esprits à une transition qui irait au-delà. Objectivement, les 9 mois ne sont pas suffisants pour la réalisation de tout ce qu'on a comme travail et pour parvenir à des élections stables, crédibles et qui ne font objet d'aucune contestation. Face aux pressions internationales, le président désigné tente de rallier des soutiens. Il tend la main au mouvement du 5 juin qui avait mené en 2020 la contestation jusqu'au renversement du président Keïta, mais qui avait ensuite été tenu à l'écart du nouveau pouvoir. Une figure de ce mouvement, Choguel Maïga, devrait être nommé Premier ministre par le colonel Goïta, qui l'a reçu avec les principaux acteurs politiques et civils du pays. Il a particulièrement insisté sur la nécessité de rassemblement des Maliens pour avoir une union sacrée et un large consensus pour la réussite de la transition. Au même moment, des centaines de personnes manifestaient à Bamako pour afficher leur soutien au colonel Goïta et pour beaucoup pour dire aussi leur hostilité à la France et réclamer l'aide de la Russie. Le pire a été évité à Goma. Il n'y a pas eu de nouvelle éruption du volcan Nyiragongo et les séismes qui ont secoué pendant près d'une semaine cette grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo ne se font quasiment plus ressentir. La situation est sous contrôle. Elle est certes grave, mais elle ne nous échappera pas. Les habitants ont commencé à rentrer chez eux, même si la zone reste classée rouge. La peur d'une coulée de lave sous le lac Kivu avait jeté sur les routes près de 400 000 personnes. Une évacuation soudaine et chaotique ordonnée le 27 mai par le gouvernement, dont la gestion de la crise est de plus en plus critiquée. Il faut dire qu'il est allé jusqu'à annoncer l'éruption d'un petit volcan voisin du Nyiragongo, faisant donc croire à une nouvelle catastrophe, avant de reconnaître une fausse alerte. Principal défi pour lui désormais, la gestion de la crise humanitaire. Ici, à Saké, 120 000 déplacés ont été recensés et l'accès à une eau propre est crucial dans une région où sévit le choléra. Le gouvernement doit nous amener des produits pour purifier cette eau afin d'éviter les maladies. Selon le HCR, 350 000 personnes ont actuellement besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Encore une fois, des mères en larmes. Encore une fois, des pères qui exhortent le gouvernement nigérian à tout faire pour obtenir la libération de leurs enfants enlevés par des hommes armés. Mon message au gouvernement, c'est qu'il devrait essayer de protéger en priorité notre peuple et nos enfants. On ne peut pas rester sans rien dire. Les kidnappings de masse visant les établissements scolaires se multiplient au Nigeria avec plus de 700 enfants et adolescents enlevés depuis décembre. Cette fois, l'attaque a eu lieu dans une école privée musulmane de l'État du Niger. 136 élèves ont disparu. La veille, dans le nord du pays, à Kaduna, 14 étudiants avaient été relâchés après avoir passé 40 jours aux mains de leurs ravisseurs. Des parents disent avoir payé au total plus de 350 000 € pour retrouver leurs enfants. Dans les jours qui avaient suivi l'enlèvement de ce groupe d'étudiants, 5 d'entre eux avaient été exécutés pour faire pression sur les familles et sur le gouvernement afin qu'ils payent une rançon. Un premier pas salué par le gouvernement namibien, mais très insuffisant pour ses chefs traditionnels Herero et Nama. L'Allemagne a reconnu avoir perpétré un génocide contre leurs ethnies pendant la colonisation et a annoncé le versement à la Namibie de plus d'1 milliard d'euros sur 30 ans.
Mais Berlin s'est bien gardé d'employer le terme de réparation. Nous, les descendants, nous voulons de vraies réparations. Et c'est nous, en tant que descendants, qui devons décider en notre nom. Les tribus Herero et Nama ne font pas confiance à un gouvernement composé essentiellement d'Ovambo, l'ethnie majoritaire en Namibie. Les Herero ne représentent plus aujourd'hui qu'environ 7% de la population contre 40% au début du XXe siècle. Ils sont au moins 60 000 à avoir été tués lors de massacres commis entre 1904 et 1908. 10 000 Nama furent aussi victimes de cette campagne d'extermination menée par les forces coloniales allemandes. Des centaines de flamants roses et plus de 100 000 oiseaux qui hivernent ici chaque année. Au cœur de Tunis, la lagune de Sijoumi est l'une des plus importantes zones humides d'Afrique du Nord, riche d'une biodiversité unique. Mais elle est aussi devenue une vaste décharge. Avec l'urbanisation croissante, les gravats et autres déchets s'y sont accumulés, provoquant des inondations à répétition. Un projet d'aménagement est donc à l'étude et il inquiète ces militants écologistes. On n'est pas contre le projet de développement d'ordre général, mais on est contre la variante qui a été présentée et acceptée, qui ne prend pas en compte toutes les spécificités écologiques des sites. Le projet prévoit notamment un approfondissement de la lagune, ce qui pourrait faire fuir certaines espèces. Les canards qui sont des canards de surface, ils n'arriveront plus à trouver de la nourriture et du coup ils ne vont plus rester dans cette zone humide, ainsi que pour certains essaciers comme les flamants roses. Le gouvernement assure que seul un tiers des 2600 hectares seront creusés et il souligne l'urgence à agir car la lagune n'arrive plus à absorber l'eau des crues. La lagune subit quotidiennement des remblaiements et se réduit. Il y a des constructions et des décharges anarchiques. Si nous ne faisons rien, elle va disparaître. L'Organisation de défense de l'environnement, WWF, alerte contre le recul des zones humides en Tunisie qui rend le pays plus vulnérable à tous les phénomènes liés au changement climatique, les inondations, mais aussi les sécheresses ou les tempêtes. En préservant ces espaces-là, nous allons vraiment minimiser dans le futur la sévérité de ces phénomènes et nous allons protéger notre zone humide, mais également toute la population qui vit autour. À Tunis, aujourd'hui, près d'1 habitant sur 2 vit aux abords de la lagune.